Laisse béton! L'épisode que vous allez entendre regorge de conseils pour les porteurs de projets qui souhaitent s'installer loin de la grande ville. J'y reçois Carole Rapin, qui accompagne les entrepreneurs dans la création et le développement de leur activité. Pour ce faire, elle s'appuie entre autres sur sa propre expérience de créatrice d'une boutique dans une petite ville de Nord-Vendée. Dans cette conversation, Carole, qui affiche son côté terrien, invite les porteurs de projets à passer du rêve à la réalité en rencontrant dès que possible leur terrain, qu'il s'agisse de la collectivité locale dans laquelle ils prévoient de s'installer ou encore de la clientèle qu'ils souhaitent servir. Un épisode concret, énergisant, qui apporte une nouvelle preuve que l'on peut réussir son projet entrepreneurial loin de la concentration urbaine. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Carole. Bonjour Amélie. Merci de me recevoir dans votre très jolie maison. Ah ouais, c'est un grand plaisir. On est à la Limousinière, à une quarantaine de kilomètres au sud de Nantes, un peu moins. Plus près que ça, oui, 20-25. 20-25, ok. Je vais vous demander de vous présenter. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on sache de vous ? Eh bien, je vais vous raconter mon parcours. Donc, Carole Rapin, j'ai bientôt 55 ans, 4 enfants, 4 grandes filles. Je vis à la Limousinière depuis l'année 2000. Mon parcours, je suis diplômée de Sciences Po. Je suis normande d'origine, de Rouen, Haute-Normandie. J'ai travaillé pendant 20 ans dans les RH, le management, l'organisation du travail auprès des collectivités locales, dont 13 ans en tant que consultante salariée. En parallèle, j'étais créatrice de bijoux métier d'art, donc professionnelle dans ce métier-là. Et c'est à travers le bijou que j'ai viré ma cutie à la quarantaine et que j'ai décidé d'ouvrir ma boutique, qui est une boutique de mode, mais un peu concept store. Donc, je vendais du vêtement, je vendais mes bijoux, j'exposais des artistes. Et j'ai choisi d'ouvrir cette boutique dans une petite commune du Nord-Vendée de 3000 habitants, dans une rue peu passante et sans vitrine extérieure. Quitte à aimer les défis. Autant que ce soit pas du tout un emplacement numéro 1, comme on dit. J'ai développé cette boutique pendant 10 ans et je pense qu'on en reparlera parce que c'était vraiment la vie dans le territoire que j'ai adoré, dans le territoire de Roche-Servière. Donc, fin 2019, j'ai vendu la boutique parce que ça fonctionnait et que j'avais envie de recréer un nouveau projet. Et donc, j'ai fondé Porteurs de projets, qui a pour vocation d'accompagner entrepreneurs et commerces de proximité dans la création et le développement de leur projet entrepreneurial. Donc, de les accompagner de l'idée jusqu'au lancement effectif. Voilà. Et puis, j'accompagne aussi des entrepreneurs qui sont en activité et qui veulent aller plus loin dans leur activité. Très bien. Sur une zone particulière, vous exercez? J'interviens sur toute la France. D'accord. Voilà. Et j'ai quand même omis, je garde le meilleur pour la fin peut-être, l'anecdote qui est que j'ai fait Koh-Lanta en 2008 et je suis restée 37 jours sur 40 dans l'aventure. La classe, aux Philippines, c'est ça? Aux Philippines, pour ceux qui connaissent, c'est un super endroit. Faut-il faire Koh-Lanta pour vivre en milieu rural? Je vous pose la question après. Vous me disiez tout à l'heure en aparté que la ruralité, c'était votre élément, votre ADN. Qu'est-ce que vous entendez par là? En fait, moi, je suis née, j'ai vécu mon enfance et mon adolescence en ville, à Rouen. Mais mes parents et ma famille sont originaires du pays de Caux et je me sens profondément cauchoise. D'ailleurs, maintenant, ma maman vit toujours dans le pays de Caux. J'ai une de mes filles qui a acheté une maison par là-bas alors qu'elle n'a jamais, elle, vécu là-bas. Et je suis très attachée à ces racines-là parce que je les sens profondément en moi, en fait. Ce côté très terrien, très glaise, parce qu'en plus, là-bas, l'herbe est bien drue, la terre est bien lourde. Et voilà. Et je sais que ce sont mes racines. C'est quelque chose qui est assez indéfinissable. Et c'est vrai que j'ai vécu un peu en ville. J'ai fait mes études à Paris. Donc, j'ai adoré vivre à Paris en tant qu'étudiante. Jamais je n'y vivrai avec des enfants. Voilà, c'est parfait d'y aller 2 jours. Et au bout de 2 jours, je suis épuisée, je reviens. J'ai vécu à Nantes un petit peu, mais on a très vite fait le choix de s'installer en campagne. Donc, non seulement je suis à la Limousinière, 2100 habitants, mais je suis dans un hameau de la Limousinière, donc dans un endroit où il n'y a pas de commerce et où il y a une 30aine de foyers. Mais j'ai effectivement une maison magnifique et un jardin de 6000 m² qui est un parc arboré avec des chênes qui sont plus que centenaires. Et c'est ce cadre-là qu'on a choisi d'investir. J'aimerais qu'on revienne sur votre expérience, pas de Koh-Lanta, mais de votre boutique. Vous disiez que vous l'avez vendue en 2019 et que ça fonctionnait. Quels sont les ingrédients qui ont fait que ça a fonctionné ?
Alors, les ingrédients. Déjà, j'étais extrêmement claire et déterminée sur le choix du lieu, c'est-à-dire que je ne voulais pas être en ville, je ne voulais pas être à Nantes, je ne voulais pas faire 1 heure de bouchon matin et soir. Donc ça, c'était extrêmement clair. Et en plus, j'avais quand même, il y avait de la concurrence sur Nantes, etc. Donc je ne voyais pas forcément l'intérêt d'aller me mettre au milieu de tout le monde. Bien qu'à l'époque, la banque m'ait dit « Mais pourquoi vous n'allez pas sur Nantes ?» Mais parce que, voilà. Donc, c'était vraiment pas du tout un choix par défaut, c'était un choix affirmé. Roche-Servière est une commune que je connaissais, qui est une commune absolument charmante, un vrai coup de cœur. Et comme il n'y a pas de hasard, quand je me suis présentée pour dire « Voilà, j'ai un projet, j'aimerais installer une boutique, etc. », eh bien, il y avait un lieu, il y avait 2 lieux de disponibles. Et le lieu qui m'était destiné, c'était un bâtiment qui est un ancien relais de diligence du XVIe siècle, absolument magnifique, qui n'était pas dans un état parfait, mais du coup la mairie, qui a été un vrai partenaire pour ma boutique, l'a fait rénover. D'ailleurs, ils ont eu un prix de la Fondation du patrimoine pour cette rénovation. Et donc moi, je suis arrivée dans un lieu totalement réhabilité aux normes, avec une très belle histoire. Je veux dire, c'est un bâtiment qui est sur un radeau de Chêne. Voilà. Ah oui. Donc, il est un peu comme les bâtiments du quai de la Fosse à Nantes, tout de travers. Il n'y a pas un angle droit, sauf qu'au lieu d'être sur pilotis, voilà, il est sur un radeau de Chêne, dans le cœur historique de la commune. Donc, moi, j'avais envie d'être dans un lieu beau et paisible. Sur la partie bijoux, je faisais des marchés, j'allais à l'extérieur, j'étais à contre-temps de la vie de famille. En fait, là, je me suis posée en disant, mais les gens viendront à moi. Les ingrédients de cette réussite, puisque franchement, c'en est une, le partenariat avec la collectivité locale, qui a parfaitement compris aussi l'intérêt d'avoir une boutique de ce type. Mon implication dans le territoire, c'est-à-dire quand on dit partenariat, la mairie a fait vraiment des choses pour cette boutique et moi, j'ai fait aussi des choses pour la mairie et pour les territoires. Et il y a eu vraiment un bassin d'emploi, un petit bassin d'emploi, mais un bassin d'emploi qui s'est développé dans le cœur historique. Aujourd'hui, maintenant, il y a une librairie, une boutique de déco. Le restaurant, par rapport au moment où je suis arrivée, s'est complètement redéveloppé. Il a été vendu aussi, donc des nouvelles énergies, des nouvelles personnes. Que des femmes, donc on appelait ça l'endroit, non pas la petite cité des caractères, mais les femmes de caractère de la petite cité. Voilà. Donc une coiffeuse, une boulangère, etc. Et tout ce monde-là, en fait, s'est développé et franchement, j'y ai joué une part et avec grand plaisir, quoi. De comment on peut dynamiser un quartier et comment on fait en sorte que les gens soient attachés. Alors après, il faut savoir que la Vendée est pour moi un territoire extraordinaire pour créer son entreprise. C'est un territoire très dynamique et la clientèle vendéenne, c'est une clientèle qui est, moi je trouve, très ouverte à la découverte. Donc ils sont curieux, ils vont venir et s'ils aiment, ils sont d'une fidélité sans nom. Donc moi j'ai vraiment construit une clientèle extrêmement fidèle, des gens qui faisaient parfois 1 heure de route pour venir. Et la réussite, c'était aussi ma proposition. Donc ça, c'est ce que je travaille avec mes clients dans Porteurs de Projets. Mais comment on fait une offre qui est différenciante, unique, un univers qui a une forte cohérence et qui fait du bien aux gens, en fait. C'était un lieu de vie, en fait, ma boutique. Enfin, c'est un lieu de vie. Donc, avec une clientèle plutôt locale, même au sens large, des touristes aussi, c'est une zone très peu de touristes, parce que Roche-Servière n'est pas très touristique. Alors, la première année, je suis restée ouverte au mois d'août. La seconde année, j'ai fermé. Je suis partie en vacances comme tout le monde. Ouais, voilà, à part 2-3 personnes égarées. Non, chez nous, on vendait la côte est vraiment le lieu d'attraction. Il fallait vraiment qu'il pleuve beaucoup pour qu'il y ait des gens qui viennent aussi, autant dans les terres, parce qu'on est quand même pas tout près de la mer. Donc non, une clientèle vraiment locale. Mais Roche-Servière est typiquement une commune qui, pour moi, est une sorte d'exemple dans ce que peut être un territoire rural, c'est-à-dire une commune qui n'est pas dans l'ombre d'une grande ville. Parce que, par exemple, j'ai fait, en tant que créatrice de bijoux, j'ai fait des saisons à Sallertaine, qui est une ville métier d'art. Mais Sallertaine est collée à Challans, qui est déjà une grosse ville. Roche-Servière, à l'inverse, c'est à mi-distance de Nantes et de La Roche, 30 km, 30 minutes. Et donc, il y a une vie. Voilà. Il y a des familles qui sont là depuis longtemps. Il y a beaucoup d'emplois sur place. Il y a des entreprises. Il y a une vie associative très riche. Il y a une gendarmerie. Il y a un collège. Et moi, j'appelais ça le village gaulois. Pour moi, c'était presque le village d'Astérix, qui, je pense, normalement, devrait être plutôt dans mes terres normandes, voilà, dans l'ouest un peu plus haut. Mais il y avait des bardes. Il y avait une vie musicale. Il y avait une vie artistique. Il y avait des artistes et des artisans d'art qui vivaient là. Et voilà. Et moi, j'ai trouvé que cette mayonnaise-là, elle prenait bien, quoi. Et donc, j'ai juste essayé de mettre mon grain de sel dans la mayonnaise. D'accord.
Vous disiez tout à l'heure qu'il était hors de question d'ouvrir cette boutique en ville et en particulier à Nantes. J'ai bien compris que les temps de trajet étaient dissuasifs. Est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Qu'est-ce qui vous poussait en fait à créer Alors, en ville? fait, c'est vrai que quand la boutique tournait bien et que j'ai eu besoin de recréer du projet, avant de fonder de porteur de projet, je me suis autorisée à réfléchir à l'idée d'une deuxième boutique pour dupliquer mon concept qui fonctionnait bien. Et là, la logique, pour le coup, c'était d'aller vers Nantes. Parce que plusieurs fois, on m'avait dit, oui, mais si tu étais en centre-ville, tu aurais beaucoup plus de flux, beaucoup plus de monde, etc. Et quand je suis allée sur Nantes, j'ai pourtant réussi à identifier un local qui me ressemblait, c'est-à-dire toute guingois, avec plein de recoins, enfin, une petite grotte, quoi. Mais quand je marchais dans les rues, la verticalité des immeubles, en fait, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience qu'il y avait un problème géométrique pour moi. C'est-à-dire que je me retrouvais avec une vision verticale des choses, un peu enfermée, et j'ai horreur d'être enfermée, j'ai horreur d'être dans des cadres, et que finalement, là, j'ai pris conscience que moi, mon horizon, que ce soit à la maison ou à la boutique, il était horizontal. Je veux dire, à la boutique, je pouvais le midi sortir, aller en bord de rivière, c'était paisible, c'était calme, il y avait la vue dégagée. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça va pas être possible en dehors des contraintes, effectivement, de trajet, sachant qu'en plus, Nantes sortait d'une période entre les manifs de la ZAD, les manifs des Gilets jaunes. Enfin, c'était un lieu permanent de manifestation avec beaucoup de dégâts aussi pour les commerçants. Et ça, j'avais pas envie de vivre ça, en fait. Okay. Et la verticalité que vous avez ressentie, c'était quoi? C'est dans votre corps, vraiment? Oui, vous l'avez c'était dans mon corps quand je marchais dans les rues, en fait. Ah ouais. Et de ce point de vue-là, j'étais contente d'avoir quand même trouvé un lieu potentiel qui soit un lieu qui me ressemble, version un peu grotte. En tout cas, cocoon, quoi, voilà. Ouais. Un peu ancien, voilà, pas optimal, c'est tout ce que j'adore. Parce que comment on fait du mieux avec quelque chose qui n'est pas optimal à la base. Mais oui, les immeubles, les rues. Et puis dans les rues à Nantes, il y a quand même beaucoup, comme toutes les grandes villes, beaucoup de franchises. Et je me disais, mais tout est normé. En fait, c'était ça que je ressentais. Tout était normé. Les façades d'immeubles, les vitrines. Et je me disais, mais moi, c'est tout l'inverse de ce que je propose. Est-ce que j'ai ma place dans cet univers-là, cet endroit-là? Est-ce que vous vous souvenez d'un moment particulier, pendant que vous teniez cette boutique, où vous vous êtes vraiment senti à votre place? Où vous vous êtes dit, non, mais c'est vraiment pour ça que j'ai fait ça? Alors, j'ai envie de dire très souvent. Déjà, tout le temps que j'ai tenu la boutique, tous les matins, quand je mettais la clé dans la porte, j'étais heureuse. Voilà, j'ai jamais eu un jour où je me suis dit, ah là là, faut que j'y aille. Voilà. Ouais. Donc, déjà, structurellement, c'était comme ça. Après, j'ai fait des temps forts que j'ai adorés, comme les Journées métiers d'art, où j'ai été organisatrice du coup d'un collectif d'artisans d'art. Ce sont des journées qui ont lieu tous les ans, organisées avec les missions métiers d'art. Et moi, j'adore le collectif. Donc, c'était pour moi l'opportunité de faire connaître des métiers d'art à mes clients, avec un grand M, à d'autres personnes, de croiser des réseaux, de faire connaître mon lieu à des gens qui ne le connaissaient pas. Et j'ai d'ailleurs eu un prix de la Chambre des métiers de Vendée pour l'organisation. J'ai eu la prix de la Main d'Or en 2017 pour l'organisation de ce collectif. Et là, ça a pleinement du sens. Tout le monde est heureux, quoi. Les clients étaient ravis, les gens qui venaient étaient ravis de découvrir ça. C'était une belle sélection avec des beaux produits, des personnes qui avaient envie de partager leur savoir-faire. Et voilà. Là, on était pour moi dans le cœur des choses que j'aime, moi. La matière, le manuel et en même temps une dimension commerciale qui est normale et logique, des beaux objets dans un beau lieu, le bonheur. Vous accompagnez des porteurs de projets, vous nous disiez tout à l'heure. Certains s'installent en milieu rural, certains ont des projets qu'ils portent en milieu rural. Oui. Est-ce qu'il y a des spécificités dans la création d'un projet ou le lancement d'un projet en milieu rural par rapport à une ville même moyenne? Spontanément, ma réponse est oui, bien sûr. Parce que déjà, dans le travail de création, enfin le travail du fond du projet lui-même, quand on travaille sur l'étude de marché, il y a des spécificités quand même en milieu rural. Il y a cette notion de temps de distance. Donc évidemment, le projet va être différent si c'est un projet purement physique ou si la personne envisage d'avoir, par exemple, si c'est un commerce, une e-shop, etc. Mais pour moi, on peut travailler un argumentaire particulier parce que quand on est en milieu rural, c'est extrêmement important de revendiquer sa différence. Alors, je peux parler de commerce, mais il y a d'autres porteurs de projets que j'ai accompagnés en prestation de services, quelqu'un qui voulait monter un projet sur de l'aide à domicile, quelqu'un qui vendait des fromages de chèvre et qui voulait se reconvertir. Il y a des spécificités à la fois dans la nature du projet, mais surtout dans la manière, pour moi, on va communiquer aux gens. Parce que notre clientèle locale, elle est très attachée à son territoire. Enfin, je veux dire,
Bon, déjà, le français est un peu chauvin, mais voilà, les Bretons revendiquent la Bretagne, les Corses revendiquent la Corse, etc. Il y a vraiment, et à de plus petites échelles, même un territoire d'une commune ou presque d'une communauté de communes, si on reprend un critère qui est un peu plus administratif, les gens sont attachés à leur lieu. Et quand vous êtes un peu l'emblème de leur lieu, je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler dans son projet. Comment on va être en adéquation, comment on va répondre aux besoins du territoire, parce qu'évidemment, d'ailleurs, on ne verra jamais un Zara s'implanter dans une commune de 3000 habitants. Hein. Voilà, je pense que les gens sont preneurs de projets différenciants et qu'on peut revendiquer ça. Et je me rappelle, c'est peut-être pas exactement la réponse à la question, mais quand j'ai ouvert ma boutique, le samedi après-midi, les personnes de la commune, de cette petite commune de 3000 habitants, venaient avec leur famille qui venait de Bordeaux, de Toulouse, etc., parfois même de Dubaï, et ils venaient montrer la boutique en disant « ça, c'est notre boutique. Et regarde comme c'est beau. » Voilà. Et avec des gens qui me disaient parfois « Mais vous voulez pas ouvrir une boutique à Dubaï parce que franchement, on n'a pas l'équivalent. » Non, je vais rester à Roche-Chervière. Ça fait loin pour tout le monde. Mais voilà, et c'était drôle parce que les gens se sont appropriés le projet. Et je pense que ça, c'est un axe très intéressant à travailler, c'est comment on va être unique et comment on va faire en sorte que les gens s'approprient cette chose-là pour être nos ambassadeurs, en fait. D'accord. Sans forcément être un local soi-même, c'est ça ? Alors oui, effectivement, moi, je ne suis pas locale, c'est-à-dire que je ne suis pas vendéenne, et je suis normande et je le revendique. Et les Vendéens sont connus, en fait, mais sans doute dans d'autres territoires, on a ça, pour être un petit peu protectionnistes. Ils vont plutôt défendre des entreprises vendéennes, etc. Mais comme je le disais, c'est une clientèle qui est très ouverte. Donc, quand je suis arrivée, moi, je me suis sentie adoptée, en fait. Alors, j'avais fait une étape intermédiaire, j'avais testé avec un petit marché, voir comment mes créations de bijoux étaient reçues, comment aussi j'étais perçue par la population. Et en fait, j'ai été très bien perçue, j'ai été adoptée. Et bien que n'étant pas originaire de Roche-Chervière, voilà, j'ai vraiment un bout de mon cœur là-bas et ils le savaient très bien. Voilà. Après, j'ai une relation qui est aussi sincère et authentique avec les gens, donc ils l'ont ressenti. Et ils se sont effectivement appropriés qui j'étais et mon projet comme si c'était un projet d'origine vendéenne. Ça, c'est une recommandation justement que vous faites à vos clients porteurs de projets de tester d'une façon ou d'une autre. Toujours. Je suis aussi mentor dans un programme d'accompagnement à la création vraiment spécifique de commerce, voilà, un programme ciblé. Et je leur recommande toujours. Parfois, il y a des gens qui veulent se lancer, qui ne testent pas. Je suis aussi coach dédié pour Commune Opportunité. Et Commune Opportunité, donc c'est une plateforme qui met en relation des porteurs de projets des territoires. Et quand j'ai des sessions privées avec ces gens-là, parfois je me rends compte que les gens ont une idée, mais qui est totalement théorique, quoi. J'en ai eu une dernièrement. Voilà, elle a un projet précis qui implique de la transformation, qui implique qu'elle mette la main à la pâte. Je lui dis, bien sûr, vous avez essayé dans votre cuisine. Elle me dit non. Mais je lui dis, voilà, vous êtes à chercher un local, des machines, etc., mais vous n'avez même pas testé. Voilà. Donc ça, c'est comment on teste son propre projet et comment on va aller le tester. Et je lui ai dit, allez faire des marchés, allez vendre sur des marchés là où vous voulez vous installer. Parce que c'est le retour client qui va vous donner le plus d'éléments pour affiner aussi votre projet. D'accord. Et quand vous parliez d'aide à domicile, par exemple, quand on produit ce genre de service qui ne peut pas se proposer sur un marché, ou alors difficilement, pourquoi pas, mais bon. Comment fait-on du coup pour tester ? Alors là, il se trouve que c'est la légitimité, la crédibilité de la personne qui porte le projet. Là, en l'occurrence, c'était une femme. Et cette femme-là, elle a travaillé dans le territoire, dans des structures type ADMR, type EHPAD, etc. Donc, cette femme-là, elle connaît très, très bien son marché. Elle a déjà travaillé avec ces personnes-là. Donc, elle sait que voilà, c'est une transposition sur un modèle économique qui est un peu différent, mais elle connaissait parfaitement les besoins de sa clientèle. En fait, c'est vraiment ça le nerf de la guerre quand on crée son projet. Ville ou campagne, est-ce que je sais exactement à qui je m'adresse ? Voilà. Et quand on me répond, je m'adresse à tout le monde. Non. Si vous vous adressez à tout le monde, vous vous adressez à personne. Donc, comment on fait ce travail d'aller cibler exactement qui est mon acheteur ? Et par exemple, sur l'aide à domicile, l'acheteur n'est pas forcément la personne qui bénéficie du service. L'acheteur, ça peut être les enfants de la personne âgée, par exemple. Vous faites ce travail d'accompagnement de porteurs de projets depuis 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi. Donc avant le Covid, un petit peu avant. Oui. Est-ce que, avec le Covid justement, vous voyez une évolution dans la nature des projets et des porteurs de projets ? Alors déjà, la première évolution, c'est la quantité de gens. Et puis ça, toutes les études le démontrent. Moi, je le relais souvent sur mes réseaux sociaux. Mais effectivement, il y a une appétence pour l'entrepreneuriat comme il n'y a jamais eu. D'ailleurs, il y a une explosion du nombre de créations d'entreprises, notamment sous la forme auto-entrepreneur, enfin micro-entreprise. Pourquoi ?
mon sens, parce que les confinements étaient une période d'introspection et que les gens ont été un peu mis face au mur des choses qu'ils n'ont plus envie de vivre. Voilà, on a vu. Alors, forcément, c'est concomitant avec tous ces départs vers la campagne, parce que vivre confiné dans un petit appart avec les enfants, c'est pas la même chose que d'être avec un bout de jardin ou des champs à côté où on peut aller s'ébattre. Donc, je pense que le confinement, il y a eu cette double prise de conscience de la ville à la campagne et de salariés à entrepreneurs. Donc, il y a une forte demande. Et moi, ma particularité, c'est que j'accompagne spécifiquement des femmes. En fait, je n'ai pas fait le choix d'exclure. Je n'ai pas du tout exclu les hommes. Moi, je m'adressais à tout le monde. Il ne vient vers moi que des femmes. Intéressant. Voilà. Ouais. Donc, j'ai mis mon site internet tout au féminin. J'écris mes newsletters au féminin. Bon, mais là, c'est vrai que quand je me présente, je n'ai pas encore le réflexe de dire femme entrepreneur parce que ce n'est pas une revendication de ma part. Maintenant, je suis très contente de les accompagner et je pense que les femmes, le Covid, il y a vraiment quelque chose de particulier autour des femmes. Je veux dire, il y a eu toute une réflexion autour du rôle dans la famille. C'est ce que j'ai ressenti. Le rôle dans la famille, le rôle par rapport aux enfants, cette fameuse charge mentale dont on parle tant. Et de se dire, peut-être que vraiment, il faut que je vois ma vie différemment et comment je peux entreprendre, comment je peux lever toutes les peurs, les blocages qu'ont beaucoup moins les hommes sur l'entrepreneuriat. Et moi, j'essaie juste d'apporter ma pierre à l'échelle de mes clientes ou de mes prospects. Parfois, j'ai juste des sessions d'échange avec les gens. Ils ne signent pas forcément, mais je sens que le déclic est passé sur comment on ose, au moins tester le projet, l'examiner. Après, on décide d'y aller ou pas, mais au moins s'autoriser à le faire. Est-ce que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat ? Alors ça, c'est un grand débat. Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. Ma philosophie personnelle dans ma vie, c'est que rien n'est impossible. Donc moi, j'ai envie de dire oui, c'est possible, sous réserve de travailler un certain nombre de choses. C'est-à-dire que, par exemple, l'un des freins majeurs à l'entrepreneuriat, notamment pour les femmes, c'est le besoin de sécurité et d'avoir quelque chose qui tombe tous les mois. Donc dans l'entrepreneuriat, c'est pas gagné. Et il faut l'accepter et c'est fluctuant comme dans le commerce. Le commerce, c'est vraiment un lieu où il n'y a aucune régularité de rentrée et de chiffre d'affaires. Donc, il faut s'en accommoder et le savoir pour le gérer. Donc, si le besoin de sécurité est tellement fort que ça génère un stress terrible à l'idée d'entreprendre, j'ai envie de dire non. Mais dans l'absolu, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas travailler ce blocage. Encore faut-il être conscienteux, puisqu'on va tout féminiser, de ces blocages et savoir qu'on peut les lever, etc. Donc, et ça, c'est tout le rôle d'un accompagnement. Alors, moi, je ne me présente pas comme coach, même si je fais du coaching, mais je me présente plutôt comme consultante parce que j'apporte aussi des réponses, des expertises, etc. Mais le regard extérieur, quelle que soit sa forme, en fait, le regard extérieur permet, on voit toujours mieux chez les autres que chez soi, et donc le regard extérieur permet, à travers l'art du questionnement, et ça c'est ce que j'adore faire, c'est d'amener les gens à travers les questionnements à prendre conscience. Et d'ailleurs j'ai un accompagnement qui n'est pas spécifique entrepreneuriat, qui s'appelle Conscience de sa valeur, qui s'adresse en fait à toutes les femmes mais à travers une clé professionnelle, salariés ou entrepreneurs, qui ont envie de lever ces blocages-là et de se dire là, j'ai fait un accompagnement magnifique avec une artisane d'art. Ça fait 20 ans qu'elle est dans le métier, qu'elle est indépendante. Elle doute encore de la qualité de son travail ou de... il y a encore des blocages. Et on a fait un travail avec elle qui est magnifique, parce que je veux dire, c'est une personne qui a un travail remarquable. Et pourquoi elle a encore ces blocages-là ? Et qu'est-ce qui fait que... Et quand on lève ces blocages, là, l'entreprise peut s'épanouir parce que l'entrepreneur s'épanouit aussi. Moi, je pense qu'on est très lié à notre entreprise, forcément. Est-ce que vous avez en mémoire une belle histoire à me raconter, un beau succès que vous auriez vu ou accompagné, dont vous auriez été témoin, qui n'est pas forcément une réussite commerciale d'ailleurs. Non, j'ai une de mes premières clientes, je vais la citer parce que j'adore cette histoire, Émilie, éleveuse de chèvres, qui a 3 km d'ici, qui faisait des fromages de chèvre absolument extraordinaires. Donc, tout le monde se ruait sur ces fromages de chèvre. Et puis, pour des raisons personnelles et familiales, elle a dû arrêter son exploitation. Elle a dû vendre ses chèvres et elle ne faisait plus de fromage. Elle a repris un travail salarié. Elle avait une formation d'ambulancière. Elle a repris des petits jobs salariés pour digérer tout ce qui lui est arrivé. Et puis, elle est venue vers moi parce que elle s'est dit, mais en fait, je suis un peu perdue. Je ne sais pas où je veux aller. Et donc... je l'ai accompagnée dans sa réflexion pour arriver, donc depuis ce parcours-là s'appelle « Préparer le terrain ». Préparer le terrain de votre projet entrepreneurial.
on a travaillé, et je l'ai modélisé notamment suite à ce travail avec Émilie et avec d'autres, on a travaillé sur qui elle était, ce qu'elle avait vraiment envie de faire, qu'est-ce qui la faisait vibrer, etc. Et on a travaillé sur ses peurs, ses blocages, sur plein de choses. Donc, il y avait à la fois du développement personnel et de l'entrepreneuriat pur. Voilà. Parce que ce qui était assez clair, c'est que fondamentalement, elle n'avait pas envie d'être salariée toute sa vie. Voilà. Et on a réussi, à un moment, le déclic s'est fait. Et en fait, elle n'en a pas forcément eu conscience. Et moi, j'ai mis un tout petit peu, quelques minutes. Mais au cours de la séance, tout d'un coup, je lui dis, mais écoute, le déclic, c'est ça. Elle me dit, mais en fait, moi, ce que j'aime, à un moment, quand je l'ai fait travailler sur ses projets, elle me parle d'un bar à huîtres. Et ça sort comme ça, et je lui dis, un bar à huîtres? Mais je lui dis, c'était jamais sorti du chapeau, cette chose-là. Et je lui dis, mais pourquoi un bar à huîtres? Elle me dit, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est le lien aux autres. J'aime les bons produits gastronomiques français, voilà, j'aime les produits de qualité, et j'aime le lien aux autres. Voilà. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est ça. C'est que, en fait, le fromage de chèvre, le chèvre était un support, mais effectivement, elle a pris conscience qu'elle pouvait faire d'autres choses, d'autres beaux produits. Et donc, je lui dis, et ton bar à huîtres? Elle me dit, mais je me vois productrice. Voilà, je ne suis pas seulement distributrice, je suis productrice. Et quand on conclut le parcours, elle me dit, bon, mais de toute façon, ça, c'est un rêve, ça reste quand même quelque chose d'assez lointain. Mais on avait bien identifié que son besoin, c'était de travailler sur un beau produit français qu'elle allait pouvoir vendre et mettre en lien avec des gens qui allaient, elle me dit, je me rappelle, avoir les yeux qui étincellent quand ils voient arriver l'assiette ou le produit, etc. Et donc ça, c'était en décembre 2020. Et à l'été 2021, Émilie, on la retrouvait dans les parcs à huîtres de Noirmoutier, où elle était en formation pour apprendre la production d'huîtres. Et donc, je me suis dit, mais c'est génial, parce qu'elle a eu ce déclic, et peut-être qu'elle ne sera jamais à la tête d'un bar à huîtres, peut-être que finalement, elle fera du fromage de chèvre ou du saucisson, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, elle a eu ce déclic de se dire, je vais quand même aller expérimenter cette chose qui me parle. Et donc ça, voilà, je ne sais pas ce que ça donnera par la suite, mais je trouve que c'est une belle histoire, quoi. Bien sûr, bien sûr. J'aimerais qu'on revienne quelque temps sur le sujet de la transition de l'urbain vers le rural. Oui. Vous voyez peut-être des porteurs de projets qui sont dans cette configuration-là. Quel conseil, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces personnes qui souhaitent en même temps quitter la ville et lancer un projet en milieu rural, qui est quand même un double défi, on ne se rend pas forcément compte. Non. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à ces gens-là Alors, j'en ai eu en session privée de découverte, et j'en ai effectivement quelques-unes dans mes parcours là. Il y a un double travail, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas croire que le fait de changer d'endroit va permettre facilement de créer une nouvelle entreprise ou l'inverse. Et il y a un travail pour moi qui est très important, qui est celui de l'environnement, c'est-à-dire de la cellule avec laquelle on se déplace. C'est-à-dire que c'est important d'en discuter avec les enfants, si on est en famille, de discuter avec son conjoint ou sa conjointe. C'est un projet de famille quand même. Alors si on est tout seul, célibataire, et qu'on se lance, je dirais c'est différent. Mais quand on est dans une cellule familiale, il faut bien faire comprendre ce que ça impacte pour chacun, et que chacun arrive à se projeter dans ce qu'il va vivre. Ça, c'est pour la partie transfert en milieu rural, parce que c'est vraiment un mode de vie qui est quand même assez différent, et notamment pour les enfants, il y a vraiment des avantages et des contraintes aussi qui sont tout à fait différentes. Pour la partie entrepreneuriale, la vraie difficulté, c'est quand les gens ont ce projet-là, mais ils ne savent pas où ils veulent atterrir. Alors là, c'est très compliqué, parce qu'évidemment, si on va dans le sud ou dans l'ouest ou dans l'est, on n'est pas sur les mêmes cultures. Très franchement, moi, je pense que c'est à ce stade-là. On n'est pas sur la même ouverture non plus au niveau des territoires. Donc, c'est quand même important déjà d'identifier quel territoire nous correspond, où est-ce qu'on a envie de vivre. En fait, il faut, à mon sens, travailler et c'est la même chose que je fais dans l'accompagnement à l'entrepreneuriat, passer du rêve à la réalité et aller expérimenter, aller tester. Et pas seulement en vacances, parce qu'en vacances, c'est pas le même mode de vie. Mais moi, c'est ce que j'inviterais les gens à faire, aller expérimenter, aller tester, aller louer presque un Airbnb 15 jours et aller vivre comme si vous viviez, non pas en vacances, mais comme si vous viviez votre quotidien. Et je pense que l'expérimentation, c'est la meilleure des choses pour choisir et savoir où se poser. Donc vous le disiez tout à l'heure, vous avez la ruralité dans votre ADN. Qu'est-ce que vous aimez dans cette vie rurale ?
Alors là, évidemment, on n'a pas l'image, hein, mais nous sommes dans votre bureau, il y a une énorme baie vitrée avec vue sur un jardin magnifique. Voilà, on peut la comprendre. nature. Ouais. La nature, je pense que les gens qui vivent exclusivement en milieu minéral et urbain... Et vertical, on revient là-dessus. Et vertical, pour moi, il manque une notion d'ancrage et cette ressource énorme qu'est la nature. Vous avez un coup de mou, vous avez besoin de faire une pause. Moi, je sors, j'ai un étang dans mon jardin, je fais le tour de l'étang, j'ai les canards qui décollent. Ça me fait ma journée, en fait. C'est tellement... Il y a énormément d'oiseaux, c'est tellement ressourçant, apaisant, surtout quand on travaille toute la journée sur des écrans. Voilà, moi je suis pas en équipe, j'ai plus le contact au quotidien de la clientèle. Ouais. Enfin, je les ai mais en visio. Alors j'ai quelques clients en présentiel, ça c'est très chouette. D'ailleurs, on va bosser dans le jardin quand il fait beau. Pour moi, je pense que je me dessèche si j'ai pas la nature et l'eau. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, élever des enfants, en tout cas vivre en tant qu'enfant en milieu rural, c'est peut-être pas forcément évident. Vous voulez développer ça? Oui, je veux bien développer parce que j'ai le retour de mes filles. Donc mes 2 dernières filles sont vraiment nées dans cette maison et ayant vécu ici. Donc les contraintes pour les enfants, ce sont les trajets. Parce que ici, là, moi, dans un hameau de la Limousinière, il n'y a aucun... Alors, à part les cars scolaires, heureusement quand même, qui nous emmènent les enfants à l'école, à part les trajets scolaires, le bus le plus proche, il est à 3 km. Et c'est le bus pour aller vers Nantes. Donc, ça veut dire qu'ils dépendent énormément des enfants. Donc, ça veut dire qu'en tant que parents, quand ils ont des activités ou quand ils ont envie d'aller faire une journée shopping, eh ben, il faut les emmener soit à Nantes, soit il faut les emmener au bus. Donc, il faut aussi pouvoir s'organiser pour. Ça veut dire qu'aussi, il faut réfléchir comment son métier permet de faire ça. Alors après, il y a des solutions plan B, c'est-à-dire l'entraide entre voisins, des réseaux d'amis, etc., etc. Mais c'est quand même une vraie contrainte, sachant qu'en plus, le moment où ils sont adolescents, bien souvent, ils demandent un scooter. Alors, heureusement, moi, elles ne m'ont jamais demandé, mais je pense qu'elles savaient parce que c'était inenvisageable pour moi, parce que je trouve que les routes sont dangereuses. Ouais. Les gens roulent vite ici sur les petites routes de campagne. On a quand même eu des enfants qui ont eu des graves accidents et pire en scooter. Donc moi, le scooter, je voulais pas. Bon, alors de temps en temps, elle faisait du vélo. Je sais pas si c'est mieux. on maîtrise quand même la vitesse à vélo. Ça, c'est la contrainte. Et donc, actuellement, j'ai des filles qui vivent sur Nantes et qui sont des urbaines et qui ont besoin de ces restos, de la vie. Elles vivent au-dessus de places extrêmement bruyantes. Elles ont besoin de ça, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, elles apprécient énormément de revenir à la maison le week-end. Et en fait, c'est le contraste toujours. Je pense qu'elles auraient du mal à vivre actuellement dans leur vie. Elles n'ont pas d'enfants, elles sont jeunes. Forcément, c'est comme quand moi j'étais à Paris. Je veux dire, on a accès à la culture, on a accès aux fêtes, on a accès à tout quand on est en ville. Quand on est à la campagne, ado, c'est quand même plus compliqué. On est beaucoup plus limité. Donc je pense qu'il y a un moment où c'est hyper important. Et c'est pour ça que moi, j'avais choisi que mes enfants aillent au lycée public déjà et à Nantes. Qui était sur la carte géographique. Sinon, il y avait un lycée privé en campagne. Mais moi, je me voyais pas du tout. J'avais envie qu'elles découvrent la ville, qu'elles soient autonomes. Je veux dire, du lycée, elles avaient le tram, elles faisaient ce qu'elles voulaient. Donc, ça a été une vraie période de découverte, de ce qu'est la ville, quoi. D'accord. Elles étaient internes ou non? Elles étaient internes pour, du coup, économiser la fatigue, les trajets, bien sûr. Et avoir du temps à elles pour faire autre chose. Ouais. Dans Porteur de projet, j'ai une facette que je n'ai pas du tout évoquée, qui est que je suis co-traitante d'un cabinet d'urbanisme et nous travaillons sur des réaménagements de centre-ville et plus particulièrement de centre-bourg. On est vraiment spécialisé sur les communes 3-5 000 habitants. Et moi, j'interviens plus particulièrement sur les dynamiques commerciales de ces communes. Donc, on travaille à un horizon de 20, 30, 40 ans. Et du coup, là, c'est intéressant parce que c'est une autre facette de la ruralité, du territoire. Et là, c'est la vision collectivité locale et comment on projette l'univers des habitants et tous les services qui vont avec à cet horizon-là. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que ça vient compléter toute la vision presque 360 que j'ai et comment on travaille au futur des gens pour que leur territoire soit le plus adapté possible à leurs besoins et à ce qu'ils vont devenir en fait. Et est-ce que ça peut donner des idées aux citadins qui cherchent des idées de projets, parce que certains en sont là certainement. Parce qu'il y a un type de service qui va se développer particulièrement en centre-bourg dans les territoires Alors, à mon sens, il y a toujours des opportunités sur les commerces. C'est très variable selon les territoires, mais pour moi, le commerce de proximité, comme son nom l'indique, c'est de proximité. Donc, alimentaire et non alimentaire. Alimentaire et non alimentaire, le multiservice. Ouais.
tester des boutiques éphémères, tester des concepts hybrides. Moi, je suis beaucoup là-dessus parce que je pense que c'est l'avenir. Enfin, le commerce est vraiment dans une phase d'évolution très profonde entre la déconsommation, la seconde main, etc. Donc, comment on construit des modèles hybrides qui sont respectueux et qui en même temps répondent aux besoins ou même proposent une offre aux habitants du territoire. Vous pensez à quoi, par exemple ? Par exemple, des boutiques qui font plusieurs choses, qui vont offrir du multiservice, par exemple. Alors, ce qui est très en vogue, ce sont les petites supérettes qui offrent aussi un point relais poste, un point banque, un point photocopie, un point qui propose un service intégré. Ça, dans les milieux vraiment très ruraux où il n'y a pas d'autres commerces, c'est un concept extrêmement intéressant à développer. Il y a la question assez cruciale des cafés. Il y a des programmes entiers là-dessus, mais le café, c'est vraiment un lieu de vie. Et sauf qu'on voit aussi qu'avec les néo-ruraux, c'est pas le bar PMU qu'il faut offrir, quoi. C'est pas la même clientèle. Donc, on va sur des concepts, là, j'en vois que certains sur lesquels je suis en appui, des concepts de salon de thé, mais pas salon de thé au sens parisien non plus du terme. Comment on crée un lieu qui est un salon de thé et qui fait peut-être d'autres choses. Là, il y a des projets où c'est vêtements de mode et salon de thé. Parce qu'en milieu rural, vivre que d'un salon de thé, c'est peut-être compliqué. Et vivre d'une boutique de mode, ça va peut-être être un peu plus compliqué, vu le contexte. Donc, comment on propose quelque chose qui contribue, pour moi, c'est ça, qui contribue au lien social, en fait, et qui fait que les gens, ils ont envie de venir pour une raison ou pour une autre. Et peut-être qu'ils viennent prendre un thé et qu'ils repartiront avec un vêtement, ou qu'ils viennent pour un vêtement et qu'ils vont se poser 2 heures pour prendre un thé et échanger avec d'autres gens de la commune, en fait, et faire des rencontres et des partages. Donc ça, je pense que c'est important. Et après, dans les services, je pense que le service aux personnes âgées est quand même quelque chose qui est important et où il y a de la matière, quoi, vraiment. Ouais. Et pour quelque temps. Et pour quelque temps. Merci beaucoup, Carole. Merci, Amélie. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérez des invités. Écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.